Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Midi 13h, la suite des débats de l'été avec Maxime Trouleau qui nous rejoint. Bonjour mon cher Maxime. Benjamin, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui au programme, vous allez nous aider à devenir riche, c'est ça? Ouais. On va parler de l'or, mon cher Benjamin, puisque le cours de l'or n'a jamais été aussi haut. Pourquoi? Est-ce que ça vaut le coup d'investir? On en parlera dans quelques instants. Ben voilà, et puis d'autres sujets, bien évidemment, tout au long de cette matinée. On terminera par notre rendez-vous quotidien. Le rendez-vous des Jeux paralympiques avec notre consultant Anthony Martin-Smith qui sera des nôtres à J-1 avant la cérémonie d'ouverture. Mais d'abord, on ouvre ces débats de l'été avec notre premier sujet. Les débats de l'été Sud Radio. C'est une inquiétude pour des milliers d'éleveurs. La fièvre catarrhale a déjà touché de nombreux troupeaux français alors que la campagne de vaccination, Maxime, a commencé depuis 15 jours. Et oui, et certains éleveurs sont d'ailleurs un peu en colère, estiment que cette campagne de vaccination aurait pu commencer un peu plus tôt. Alors cette maladie mortelle touche tous les ruminants domestiques, mais principalement les ovins, donc tout ce qui est par exemple les moutons, mais aussi les bovins, les vaches ou les caprins, les chèvres. Bonjour Manon Pisani. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes agricultrice dans les Pyrénées-Atlantiques, trésorière du syndicat des jeunes agriculteurs. On entend beaucoup en ce moment certains de vos collègues qui disent que cette vaccination arrive trop tard. Est-ce que vous partagez ce constat-là? Je partage en partie le constat. La vaccination, elle arrive toujours trop tard. Surtout sur là aujourd'hui, la FCO dans le nord de la France, c'est une maladie émergente, donc qui n'existait pas en France. Mais pour autant, la vaccination, elle a le mérite d'exister à aujourd'hui, et il faut poursuivre la campagne de vaccination qui a été lancée il y a une quinzaine de jours. Justement, on en est où, Manon Pisani, de cette campagne de vaccination? Est-ce que tous les éleveurs français ont pu recevoir, à votre connaissance, ces fameux vaccins? Non, à aujourd'hui, malheureusement, tous les éleveurs français n'ont pas pu recevoir les doses de vaccins nécessaires, pour la simple et bonne raison que il a été décidé de cantonner la vaccination sur les régions les plus touchées dans le nord de la France. Et aujourd'hui, ce que nous demandons en tant que professionnels de la filière, c'est que tous les éleveurs puissent avoir accès à la vaccination sur l'ensemble du territoire pour justement pouvoir se prévenir d'une progression de la FCO sur l'ensemble du territoire. Oui, parce que cette progression, pour se rendre compte bien, à quelle vitesse elle va? Est-ce que ce virus arrive de Belgique, donc du nord de la France? Est-ce qu'il pourrait arriver dans le sud de la France assez rapidement? Notamment, on a vu déjà certains élevages du côté de la Corse qui sont touchés. Donc, on peut imaginer que là, aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs qui sont sans ces vaccins sont extrêmement inquiets de cette mortalité due à ce virus. Oui, à aujourd'hui, tous les scénarios sont possibles sur une possible propagation de la maladie un peu plus au sud de la France, tout simplement parce que la FCO, c'est une maladie vectorielle qui est transmise par des moucherons après piqûre des animaux, et on sait que avec les vents, la température, les moucherons sont assez mobiles, et on peut imaginer que la FCO3 présente dans le nord arrive à contaminer le Massif central et le sud de la France. Alors parlons des vaccins avant qu'ils soient acheminés vers tous les éleveurs. Est-ce que l'État va accompagner ces éleveurs? Est-ce que d'ailleurs vous êtes, vous de votre côté, du côté des jeunes agriculteurs, êtes en contact avec le ministère de l'Agriculture pour évoquer notamment cette fameuse question des indemnisations? Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à ça, Manon Pisani? Alors plusieurs choses. Pour commencer, l'État a financé un certain nombre de doses de vaccins pour la partie nord de la France. Nous, ce qu'on demande chez Jeunes Agriculteurs avec nos collègues de la FNSEA, c'est que la vaccination soit prise en charge par l'État sur l'ensemble du territoire, pour justement que chaque éleveur puisse y avoir accès sans que le coût de la vaccination pèse sur les charges d'exploitation qui sont déjà à aujourd'hui très élevées. Ça serait une prise en charge de 100%? En tout cas, c'est ce qu'on demande, c'est ce qui a été fait pour jusqu'à présent. Donc, par souci d'équité entre tous nos collègues, on espère que l'État ne défaillira pas
sur une prise en charge sur l'ensemble du territoire du vaccin. Est-ce que vous avez déjà des contacts avec le ministère de l'Agriculture, Marc Fesneau, un ministre démissionnaire? Est-ce que vous en parlez avec lui directement ou indirectement? Alors, aujourd'hui, en tout cas moi les contacts que j'ai, ils sont plutôt indirects mais avec un lien très étroit avec ces services. On a bon espoir. On espère en tout cas être entendu, et on espère que le contexte politique va rapidement s'améliorer pour que nous puissions avoir un véritable interlocuteur en face de nous qui puisse prendre des décisions franches sur ce sujet-là. C'est vrai que ce sujet-là, justement, on en parle, j'ai l'impression, beaucoup plus cette année que les années précédentes. Est-ce que du coup, la question que je vous pose, Manon Pisani, est-ce que c'est la première fois que cette fièvre catarrhale-ovine touche la France, et surtout aussi fortement? Alors, si on parle de la fièvre catarrhale ovine sérotype 3, donc celle qui est présente dans le nord de la France, c'est la première fois qu'elle arrive en France, et c'est pour ça qu'il faut rapidement endiguer la maladie pour que justement la contamination ne se propage pas sur le reste du territoire. Mais la FCO numéro 8, et elle présente en France depuis longtemps, plus dans le Massif central et dans le sud de la France, mais la FCO est une maladie connue en France. Juste ce que nous ne voulons pas, c'est que la FCO numéro 3 se propage sur l'ensemble du territoire. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut rien faire pour la FCO 8, qui touche en ce moment même grandement le bassin pyrénéen. Manon Pisani, merci d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes agricultrice dans les Pyrénées-Atlantiques, trésorière du syndicat des jeunes agriculteurs. Midi 15 sur Sud Radio. Dans une dizaine de minutes, à midi et demi, nous accueillerons la porte-parole de la gendarmerie nationale, alors qu'un gendarme a été tué dans les Alpes-Maritimes cette nuit après un contrôle routier, un conducteur qui n'a pas respecté finalement ce contrôle et qui a percuté ce gendarme. La porte-parole de la gendarmerie nationale va revenir sur le profil qui pose question du suspect. Et bien sûr, on rendra hommage à ce gendarme tué donc cette nuit dans l'exercice de ses fonctions. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h. Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Midi 20, la suite des débats de l'été avec un sujet, mon cher Maxime, un petit peu plus léger, qui va nous faire peut-être un petit peu rêver. Je ne sais pas. En tout cas, jamais le cours de l'or ne s'est aussi bien porté qu'en ce moment. $2 500 l'once d'or. Ouais, sujet léger, mais l'or qui pèse lourd. Ça fait des mois que cela dure. En août 2023, il y a un an, l'or s'établissait aux alentours de $1 900. Alors pourquoi faut-il investir dans l'or? On va tenter de répondre à la question. Bonjour Laurent Schwartz. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Justement, on a besoin de vos lumières un petit peu sur ce sujet. Vous êtes directeur général du comptoir national de l'or. Comment on peut expliquer que l'or se porte aussi bien en ce moment? Écoutez, l'or se porte effectivement très bien. On a réalisé une telle performance depuis le début de l'année. On est à plus de 20% d'augmentation depuis janvier pour le cours de l'or. On se situe à 72 000 € le kilo, plus de $2 500 l'once. Alors, c'est le fruit de 15 années de hausse. Le cours de l'or a doublé depuis 2019. Il avait déjà quadruplé entre 2008 et 2012 fort de la crise des subprimes. Et donc, c'est aujourd'hui une longue histoire de hausse et de records successifs qui nous amène aujourd'hui à ce cours de l'or. Évidemment, appuyé par des politiques monétaires laxistes avec des baisses de taux d'intérêt permanentes, des taux bas qui généralement soutiennent le cours de l'or, et aussi une géopolitique mouvementée. L'or qui a résisté, d'ailleurs, vous dites x2 depuis 2019, l'or qui aurait résisté à la crise Covid, il n'y a pas eu d'impact de cette période un petit peu compliquée pour tout le monde sur le cours de l'or. Comment on l'explique? Non seulement il n'y a pas eu d'impact sur le cours de l'or, mais le cours de l'or en a profité. Les agents économiques se sont rués vers l'or, ça a été le cas de le dire. Les institutions financières ont douté aussi de la résilience de l'économie et ont massivement acheté de l'or physique cette fois-ci pour subvenir à leurs
à leurs besoins de leurs clients, aux besoins personnels des institutions financières. Alors, si je vous comprends bien, pardon, je vous coupe Laurent Schwartz, en fait, j'ai l'impression à vous entendre que c'est quand tout se passe mal que tout va bien pour l'or, que quand il y a des inquiétudes ou des certaines craintes, l'or va bien. Pourquoi ? Est-ce que c'est une fausse impression ? Et dites-nous si c'est le cas en tout cas. Non, c'est tout à fait le cas. L'or, le cours de l'or, l'évolution de l'or est le miroir des incertitudes du monde, qu'elles soient côté géopolitique ou économique. L'or est négativement corrélé des autres classes d'actifs, en particulier des marchés financiers. Comme les marchés financiers baissent, l'or monte. Et inversement, même si on a connu ces dernières années quelques cas où les marchés financiers augmentaient et l'or aussi a augmenté, ce qui a étonné beaucoup d'analystes. Alors on appelle l'or la valeur refuge. Finalement, c'est le cas plus que jamais. C'est le cas plus que jamais. En réalité, cette augmentation du cours de l'or n'est pas le fait de ce métal qui augmenterait, mais surtout celui de la monnaie qui se déprécie. Quand le phénomène d'érosion monétaire est un phénomène naturel, drivé par les banques centrales et souhaité et sain pour une économie, l'or, lui, ne subit pas cette érosion monétaire et donc, à mesure que la monnaie se déprécie, que le pouvoir d'achat de la monnaie, des monnaies diminue, le cours de l'or, en réalité, s'en retrouve, lui, augmenté. Alors Laurent Schwartz, pour ceux qui n'y connaissent pas vraiment, que ça soit en or ou même plus généralement en investissement, est-ce que vous conseillez à nos auditeurs aujourd'hui qui nous écoutent d'investir dans l'or ? Alors l'or, c'est comme on le disait, une classe d'actifs décorrélée des autres classes d'actifs. C'est-à-dire que ça va avoir cette vertu qui est de stabiliser un portefeuille pour justement lisser, linéariser les performances. Lorsque les marchés vont baisser, l'or va monter, et donc ça va permettre d'assouplir la chute. Et donc, il est souvent conseillé de détenir entre 5 et 8% d'or, de valeur en or, dans son portefeuille d'actions ou d'obligations ou d'immobilier. Voilà pour un petit conseil. J'ai une question également, Laurent Schwartz. La France, on parle de l'or, possède énormément d'or, plus de pratiquement 2500 tonnes d'or, ça fait 78 millions d'onces d'or, voilà pour les chiffres précis. On est le 4e pays en termes de stock d'or. Moi j'ai une question, que fait la France avec cet or et à quoi sert-il aujourd'hui ? L'or est une réserve de valeur, donc c'est de l'or détenu par la Banque de France. Toutes les banques centrales détiennent de l'or. La Réserve fédérale américaine détient 8500 tonnes d'or. L'ensemble des banques centrales du monde détiennent 20 à 25% de la détention mondiale d'or. L'ensemble des banques centrales du monde détiennent 20 à 25% des détentions mondiales d'or. Que font-elles avec cela ? Eh bien, elles font comme les investisseurs. Elles diversifient leur épargne. Et parce qu'elle considère que l'or a un rôle monétaire et est une valeur refuge, et qu'en cas de risque financier ou économique, l'or va venir soutenir la valeur de leurs réserves, tout simplement. Donc c'est un élément de diversification au milieu d'autres devises qu'elles détiennent également. Est-ce que ça vaut le coup que la France ait autant d'or ? La question peut paraître naïve, mais on parle beaucoup de la dette de la France. La France peut pas se servir de son or, ou en tout cas d'une partie, pour rembourser une partie de cette dette ? Alors l'or, c'est quelque chose de très liquide, au même titre que la France détient des dollars, des livres, du franc suisse ou du yen ou autre chose. Il détient également de l'or. L'or est très liquide, peut être vendu du jour au lendemain, et donc on peut dire que ces dernières années, la détention d'or par la Banque de France a été un excellent placement, puisque c'est une valeur qui a doublé depuis 2019. Merci beaucoup Laurent Schwartz, directeur général du comptoir national de l'or. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, midi 25. Dans un instant, on change complètement de sujet. Retour sur ce drame dans les Alpes-Maritimes, ce refus d'obtempérer mortel. Hier soir, un gendarme a été percuté par une voiture. Le profil du suspect interroge. L'émotion au sein de la gendarmerie est immense. On sera d'ailleurs avec la porte-parole de la gendarmerie nationale juste après ça. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h,
Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. 12h30 sur Sud Radio. Le choc est immense ce matin après la mort d'un gendarme dans les Alpes-Maritimes. Hier soir, il a été percuté par un conducteur à la suite d'un refus d'obtempérer. C'était à la sortie de l'autoroute A8 du côté de Montjean. Le suspect a été arrêté dans la nuit à Cannes. Bonjour, colonel Marie-Laure Pesan. Bonjour. Et merci infiniment d'être avec nous ce midi sur Sud Radio. Vous êtes porte-parole de la gendarmerie nationale. J'imagine forcément que l'émotion est immense ce matin au sein des rangs de la gendarmerie. Oui, l'émotion est immense, la tristesse est là et on pense beaucoup à la famille de notre camarade décédé, à nos camarades des Alpes-Maritimes qui vivent des moments douloureux et qui sont dans le deuil aujourd'hui. Que pouvez-vous nous dire justement de ce gendarme qui il était? C'était un gendarme expérimenté. Oui, c'était un gendarme très expérimenté, père de famille, un grand professionnel. C'est vraiment quelqu'un qui était très engagé sur la sécurité routière dans son ensemble, en matière de prévention, en matière de lutte contre les infractions routières. C'est quelqu'un qui connaissait bien le métier, les risques du métier, qui était proche aussi de ses camarades et qui était finalement à quelques années de la retraite, quelqu'un qui était profondément engagé dans toutes ses missions. Est-ce qu'on en sait plus à l'heure actuelle sur les conditions de ce refus d'obtempérer? Qu'est-ce qui s'est passé précisément hier soir? Alors pour l'instant, l'enquête est en cours justement pour déterminer les circonstances exactes de ce qui s'est passé hier soir et de ce drame. Pour nous, il est important de comprendre. On sait qu'on avait des gendarmes qui étaient en train de réaliser un contrôle routier. Donc on avait plusieurs gendarmes présents, que les sommations ont été faites à la personne de s'arrêter. L'individu n'a pas obtempéré aux injonctions des gendarmes sur le bord de la route et donc ensuite est venu percuter notre camarade. Donc les circonstances doivent être déterminées précisément et c'est tout l'objet de l'enquête pour ensuite avoir des réponses à cet événement dramatique. Événement dramatique et puis un profil qui interroge du côté de ce conducteur, le suspect qui a été interpellé cette nuit, positif à l'alcool, connu des forces de police pour des délits routiers nombreux, déjà des refus d'obtempérer. Forcément, tout cela, ça pose question, colonel. Ça montre un individu qui est finalement un criminel de la route, qui s'affranchissait régulièrement des règles de la circulation routière et de la sécurité routière. Et donc, il va falloir, dans le cadre de l'enquête, faire le point sur tout ce qui avait été fait. Bon, il y a un certain nombre d'éléments pour lesquels il a déjà été sanctionné. C'est un comportement finalement qui était répété, et donc il va falloir définir précisément les circonstances des faits d'hier soir pour ensuite le conduire devant la justice et qu'il puisse être poursuivi. C'est effectivement un comportement qu'on peut régulièrement retrouver sur les routes et c'est important de rappeler aux personnes qui sont contrôlées de répondre positivement à ces contrôles. Il faut arrêter de ne pas s'arrêter, justement. Il faut arrêter de forcer les contrôles, de forcer les barrages. Les conséquences peuvent être très dramatique, comme on le voit aujourd'hui, et aussi plus grave pour ces personnes qui, on ne sait pourquoi, peut-être par peur du contrôle, parce qu'ils ont eu en infraction, mais c'est pas toujours des grosses infractions. On peut assister à des personnes qui vont forcer un contrôle, qui vont refuser d'obtempérer pour une petite infraction, mais simplement, il faut leur rappeler que les conséquences quand on force un barrage ou un contrôle sont plus lourdes que s'ils font face à leurs responsabilités et à l'infraction qu'ils sont en train de commettre. On le disait, le suspect connu très défavorablement. Oui, c'est ça. Merci, colonel. Merci. Oui, il y a des fois où ça bloque un petit peu, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que il était connu des forces de police pour de nombreux délits routiers, pour des refus d'obtempérer, et pourtant, cet individu, sur les 12 points de permis, il en avait encore 9. Comment on se l'explique, cela ?
Vous savez comme moi que quand on commet une infraction routière, vous avez un temps pour la sanction, et puis parfois vous avez vos points qui reviennent. Vous commettez une infraction à la vitesse, au bout d'un certain nombre de mois, vous pouvez retrouver vos points. Donc pour les infractions au code de la route, il y a aussi un temps pour la sanction, et puis vous pouvez retrouver vos points. Donc là, dans le cadre de l'enquête, il va falloir qu'on refasse justement le point sur tout cela, mais il est possible que cet individu ait tous ses points, parce qu'il a eu des infractions, mais qui sont antérieures, qui ont eu lieu il y a quelques années, et donc qui ont été, il a eu ses sanctions et il a pu retrouver son permis ou retrouver ses points. Donc c'est pas incompatible. Malheureusement, ce qui est dramatique, c'est que toutes ces sanctions auraient dû l'alerter sur le fait qu'il était nécessaire de changer son comportement. En tout cas, le suspect a été arrêté, interpellé très rapidement. Il avait pris la fuite après ce refus d'obtempérer mortel. Il a pris la fuite, il a été interpellé quelques heures seulement après. Comment peut-on expliquer justement la rapidité avec laquelle il a pu être interpellé ? Alors les gendarmes se sont mobilisés très rapidement. On a eu une centaine de gendarmes engagés, un hélicoptère. Quand on fait face à ce type de comportement, on a déjà des gendarmes qui sont formés pour faire face à ces situations complexes. On a des modes d'action, on va adopter un comportement, des techniques d'enquête qui vont nous permettre de trouver un maximum d'éléments le plus vite possible sur la personne et le véhicule qui a refusé d'obtempérer. Et donc c'est une mobilisation, et vraiment je leur rends hommage parce qu'ils se sont vraiment mis tous les moyens pour avoir des résultats rapides. Les gendarmes ont récupéré des éléments, on peut travailler sur la vidéoprotection, sur la géolocalisation des téléphones, un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de remonter la piste de l'individu. L'individu d'ailleurs a bien senti qu'il était prêt à être interpellé, et donc ce qui explique aussi qu'il ait cherché à finalement se rapprocher des forces de sécurité. Et nous, de par les investigations qui avaient été menées, on a pu le localiser et l'interpeller de manière très rapide, puisqu'on a travaillé toute la nuit sur ces faits. Bien sûr. Il est actuellement entendu ? Où cela ? Oui, il est entendu. Je ne peux pas vous donner plus d'éléments. Alors, juste par les gendarmes ou les policiers, en l'occurrence ? Alors là, c'est la brigade de recherche de Grasse qui a été saisie du dossier. Donc, c'est les gendarmes qui sont saisis et qui mènent l'enquête. Colonel, on connaît tous cette expression « banal contrôle routier ». Est-ce qu'on peut parler encore de banal contrôle routier aujourd'hui en France ? Vous savez, par rapport au lourd tribut que la gendarmerie paie chaque année suite à des refus d'obtempérer, on n'utilise pas, nous, ce terme de banal. Rien n'est jamais banal. Et c'est pour ça que quand on a un dispositif de gendarmes au bord de la route, vous voyez toujours des cônes, un certain nombre de choses sur le terrain pour sécuriser un maximum ces contrôles routiers. On a des herses pour éventuellement intercepter des véhicules qui chercheraient à s'enfuir. Mais on met vraiment tous les moyens de sécurité autour de nous parce que rien n'est banal. Merci colonel Marie-Laure Pesant d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et pensez bien évidemment pour les proches de ce gendarme donc décédé dans l'exercice de ses fonctions cette nuit dans les Alpes-Maritimes. Marie-Laure Pesant, je rappelle que vous êtes porte-parole de la gendarmerie nationale. 12h38 sur Sud Radio. On revient dans un instant, Maxime, pour les débats de l'été. On va parler d'un sujet beaucoup plus léger et qui va nous enthousiasmer. Ce sont les Jeux paralympiques. Absolument, qui commencent demain. Il faut du sourire évidemment. Les Jeux paralympiques, ça commence demain avec la cérémonie d'ouverture et puis le début des compétitions dès le lendemain. On va parler d'ailleurs de deux sports complètement inconnus. On n'en a pas du tout parlé pendant les Jeux Olympiques. Ouais. Normal, il n'existe pas, la boccia et le goalball. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Benjamin ? La boccia, ça me dit quelque chose. Ouais. On en entend un petit peu parler, mais il y a besoin de découvrir un peu plus ça. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl réélu. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau.
Bah oui, c'est parti les Jeux paralympiques. Enfin, c'est parti. Pas c'est encore, bientôt attention. parti, mon cher Maxime. Demain avec bien la cérémonie d'ouverture. Oui, la cérémonie d'ouverture sur les Champs-Élysées, mais aussi au niveau de la Concorde à Paris. D'ailleurs, un petit mot des billets vendus. On en est où Près de 2 millions. On était à 1,9 million il y a quelques heures, il y a quelques jours. J'en pense qu'on va... C'est bien. Ça, c'est arrivé aux 2 millions. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Bonjour Anthony Martin-Smith. Bonjour messieurs, Anthony. Comment ça va? Bah, ça va. Ouais. Et vous? Bah écoutez, ça va, un peu chafouin encore. Oh, Un peu le chafouin, chafouin, mais ça va. Bah, on va commencer par quelque chose de positif. Anthony Martin-Smith, consultant Sud Radio pour ces Paralympiques, judoka malvoyant, double médaillé au championnat du monde. Ouais, on va commencer par quelque chose de positif. C'est cette cérémonie d'ouverture. Demain, à quoi faut-il s'attendre sur les Champs-Élysées Défilé sur les Champs-Élysées, de l'Arc de Triomphe, qui est tout en haut des Champs-Élysées, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas bien cette avenue, et qui donc descendra jusqu'à la Concorde, là où seront massés les officiels. Les gens aussi seront tout au long du parcours sur les Champs-Élysées. Donc ça promet d'être en tout cas un beau spectacle. Un spectacle que peut-être aussi que l'on connaît, qu'on a l'habitude de voir à la télévision avec le défilé militaire du 14 juillet, qui d'ailleurs cette année n'a pas eu lieu sur les Champs-Élysées, mais sur l'avenue de la Grande Armée. Amélie Oudéa-Castéra, le ministre démissionnaire des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, disait que cette cérémonie, elle est faite pour déranger. Comment vous réagissez à cela et qu'est-ce que vous attendez vous-même de cette cérémonie d'ouverture, Anthony? Alors, je ne sais pas ce qu'elle entendait par déranger, peut-être la voie publique. Mais oui, c'est une interprétation. Non, je pense que, en tout cas, ce qu'elle a voulu dire, c'est déranger au sens où, là aussi, pour la première fois, comme à l'instar de la cérémonie des Jeux Olympiques, c'est la première cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques qui a lieu en dehors d'un stade. Et qui va probablement, je l'espère, casser les codes, comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et qui dit casser les codes, dit aussi parfois peut-être bousculer les a priori, les préjugés, comme des codes culturels, sociaux qu'on a pu voir sur la cérémonie des Jeux Olympiques et qui ont fait parfois un peu polémique. Et puis quand ça fait polémique, ça fait réfléchir. Donc si on peut sortir de cette cérémonie d'ouverture un peu plus cultivée, et puis acculturée au sujet du handicap, moi je dis pourquoi pas. Peut-être bousculer aussi sur la manière dont on voit les athlètes paralympiques, le handicap d'une manière plus large. Ouais, je suppose en tout cas que c'est ce que vont chercher à faire les chorégraphes et notamment Thomas Joly qui orchestre cette cérémonie. Comme pour les JO. Comme pour les Jeux Olympiques, ouais. Et donc, espérons que le regard puisse changer. Mais je vous dirais déjà sur soi-même. Ouais. Je le disais la semaine dernière avec Jean-Marie Bordry. En fait, la peur des autres commence déjà par la peur de soi-même. D'ailleurs, Thomas Joly, je le rappelle, le directeur artistique des Jeux Olympiques, sera aussi également directeur artistique pour cette cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. D'ailleurs, il a dit il faudra sortir des clichés héroïsants. En tout cas, c'est ce qu'il a souhaité montrer, c'est ce qu'il souhaite montrer lors de cette cérémonie. Et on en parlait la semaine dernière. Voilà, avec la polémique de Teddy Riner. Oui, il faut sortir de ce schéma où nous sommes des héros. Tu penses que ça peut être une bonne chose, en tout cas, pour mettre un petit peu plus la lumière sur ces Jeux Paralympiques? Je suppose, en tout cas, que ça va y contribuer. Après, c'est toujours difficile de sortir de cette image des héros quand on est à un tel niveau, que ce sont des jeux avec un spectacle vu par des centaines de millions de personnes, voire même des milliards, puisqu'en fait, la dernière audience... tout cumulé sur les Jeux Paralympiques à Tokyo, c'était 1,8 milliard. Donc, c'est une sacrée exposition. Donc, c'est difficile de ne pas héroïser des gens quand ils sont à un tel niveau. On peut, en tout cas, en être fan, les idolâtrer peut-être. Donc, on verra. Moi, en tout cas, je prends ça avec beaucoup d'attentes, mais sans... préjugé aucun. Je verrai bien et je vous dirai jeudi comment ça s'est passé. La peur des autres commence par la peur de soi-même, c'est ce que vous avez dit, Anthony. C'est un message très clairement politique. On a eu plein de polémiques politiques, je fais pas de politique. en tout cas sur la cérémonie d'ouverture des JO. Est-ce que vous pensez que
on peut passer à côté justement de ces polémiques, les éviter et de quelle manière pour ces Jeux paralympiques? Tant qu'on en reste au sport, qu'on se rappelle pourquoi on est là, je pense qu'il y a de toutes les façons un enjeu et cet enjeu c'est celui de la fête. Donc restons-en au sport et la politique ne s'en mêlera pas. Mais voilà, je le disais hier dans mon coup de gueule, la politique tente à s'inviter dans cette parenthèse des Jeux. Personnellement, je trouve ça dommage, sans position partisane aucune. Je ne suis ni pour un camp ni pour l'autre. Ouais. Je suis pour le camp du sport, pour le camp des Français qui ont envie de faire la fête. Après, je comprends aussi, si vous voulez, que on ait envie, on ait besoin de se rassurer, ne serait-ce que vis-à-vis de Standard & Poor's, de l'agence de notation, que de montrer une certaine forme de stabilité à la tête de l'État, qu'on ait besoin qu'il y ait des sujets qui avancent, comme l'école. Hier, sur Sud Radio, dans Les Vraies Voix, on recevait une API qui s'inquiétait que des milliers d'élèves en situation de handicap sont toujours sans solution pour la rentrée. Toujours sans solution pour la rentrée, exactement. Donc évidemment, moi je trouve ça inquiétant que la politique veuille s'intégrer dans cette parenthèse, et en même temps je comprends aussi qu'il y a des sujets qui sont latents et sur lesquels il faut absolument qu'on se positionne et pour lesquels il nous faut un gouvernement, peut-être un gouvernement technique. On verra ça en tout cas. Il y a un appel à manifester, une grande mobilisation de la part des Insoumis le 7 septembre prochain pour mettre la pression sur Emmanuel Macron. On sera là véritablement en plein jeu paralympique. Ouais, et puis ce jour-là, moi en tout cas ça me préoccupe. Ça me préoccupe sur deux aspects. Le premier, c'est que cette journée, c'est une des journées sur lesquelles on a aussi des chances de médailles, notamment en judo. Et puis, si j'émets un avis totalement personnel, sans critiquer le fond, parce que manifester est un droit fondamental et j'étais même moi-même manifestant quand j'étais jeune, mais je trouve ça irresponsable, en tout cas. C'est irresponsable parce que on a déjà des forces de l'ordre. De qui de ceux qui veulent appeler à manifester. Peu importe, ouais. Peu importe qui. Mais de ceux qui, en tout cas, veulent appeler à manifester pendant cette période où les forces de l'ordre, qui font déjà un travail monumental pour que les Jeux se passent bien, détournent nos forces de sécurité d'un enjeu aussi crucial. Donc on va encore pousser nos forces de l'ordre et nos policiers à bout de leur capacité pour que le politique puisse s'inviter à un moment où il n'était pas forcément le bienvenu, de mon point de vue, en tout cas. Mais voilà, il y a aussi un autre critère d'urgence, donc je vais faire un et en même temps. Dédicace, on pourrait dire, Anthony. Bon, un mot quand même sur le sport, la fête, cette cérémonie d'ouverture, ça va quand même être une fête immense pour les Français, pour les athlètes, forcément les Paralympiques. Vous êtes en contact avec certains d'entre eux. Alors, il y a la pression qui monte d'un côté, là, où il y a aussi l'excitation avec cette cérémonie d'ouverture. Ouais, je pense que pour l'instant, tout le monde est sur une phase d'excitation. Ils sont en train de découvrir leur logement, pour ceux qui sont arrivés hier. Ils sont en train de découvrir ces installations qui sont quand même assez exceptionnelles et nombreuses. Les nombreux services aussi qui leur sont proposés. Ils sont aussi en train de prendre attache sur les différentes zones avec lesquelles ils vont pouvoir parler avec les journalistes. Comprendre aussi les points de départ pour les transports, etc. Donc il y a tout un tas de sujets là qui sont logistiques. Donc ils sont dans une phase d'excitation. Pour certains déjà dans leur compétition parce que ça va commencer dès jeudi matin. Donc voilà, il y a ce petit mélange qui est. Et puis sur ce genre de compétition, surtout quand on combat ou on concourt à distance de la cérémonie d'ouverture, c'est un peu long d'attendre, donc il faut trouver de quoi s'occuper. Alors on s'entraîne évidemment tous les jours. On soigne les petits bobos si on en a eu avant d'un stage, etc. Donc voilà, là il va falloir trouver le temps pour ceux qui combattent par exemple au judo la semaine prochaine ou au taekwondo, pour ceux qui démarreront que samedi, etc.
Il va falloir être patient et en tout cas pouvoir profiter quand même de cette cérémonie d'ouverture demain. Alors on a pas mal parlé de sport, de ces Jeux paralympiques depuis que vous êtes là. Différentes disciplines, depuis une dizaine de jours désormais. On va faire la lumière ce midi sur 2 sports inconnus ou quasiment du grand public, en tout cas la boccia et le goalball. On en entend de plus en plus parler de la boccia. On peut peut-être commencer par ça. Voilà, donc la boccia, Anthony, explique-nous un petit peu à quoi ça ressemble et comment ça se déroule. La boccia, c'est si on devait le rapprocher d'un sport que l'on connaît aux Jeux Olympiques, c'est une pétanque. C'est une pétanque avec des boules rouges, des boules bleues qui déterminent du coup quelle équipe à quelle boule. Ce sont des équipes mixtes de 1 à 3 personnes, alors qu'on est c'est plus une équipe, mais en tout cas c'est 3 personnes max, et avec un cochonnet, donc qu'ils appellent Jack. Et le but, c'est de ramener la boule le plus près de Jack. Il a quasiment un nom en fait, ce cochonnet. Voilà. Ok, d'accord. Et il y a toutes les formes de handicap, parce qu'il y a Nous, ce serait Jacques, le cochonnet, mais eux, ils ont décidé que ce serait Jack. Est-ce qu'il y a plusieurs formes de handicap qui évoluent pour ce sport? Il y a des déficients cérébraux et moteurs, et on les classe à chaque fois, vous le verrez sur toutes les classifications de toutes les compétitions. Plus le chiffre est faible, plus la sévérité du handicap est importante. Donc si là en l'occurrence en boccia vous voyez un BC1, c'est que son handicap est sévère, et si c'est BC4, son handicap est moins sévère. Ils peuvent se faire assister par des aides sportives. Donc ce sont des personnes, ça peut être des rampes également pour les aider à lancer leur boule. Notamment, alors j'entendais que je crois que dans le règlement, justement, ceux qui aident là-dessus sont de dos au jeu, voilà, pour pas influencer la direction, quoi. Ouais, exactement. Donc l'athlète est vraiment livré seul à lui-même. Ce qu'il faut bien comprendre avec ces sports, la boccia comme le goalball, on va y revenir, comme d'autres qui sont pas encore au jeu mais qui le seront probablement, c'est que au départ ce sont des sports qui ont pour vertu d'accompagner des personnes en situation de handicap vers le mouvement. Plus on bouge, mieux on va. Ça c'est quand même quelque chose d'assez endémique et systémique. D'ailleurs, c'est un message pour votre santé, bougez plus. C'est un message de santé publique. C'est pareil quand on est en situation de handicap. Et donc, c'est vrai que ça peut, pour certains, nous paraître facile, mais quand vous êtes en paralysie ou quand vous ne voyez pas, etc., votre niveau de difficulté est tout autre, et votre dépense énergétique également. Donc, la boccia, c'est un sport là aussi qui représente un certain degré d'habileté, d'agilité, et sur lequel du haut niveau s'est construit. Donc au fur et à mesure, plus vous pratiquez, plus vous performez, plus vous vous confrontez aux autres qui de leur côté performent également et s'améliorent. Ce qui fait qu'on a des athlètes maintenant de très haut niveau. Et vraiment, je vous invite à regarder, et sans préjugé aucun, et sans vous dire, moi à ma place, à leur place, je le ferais moins bien ou je le ferais mieux. Alors parlons désormais du goalball. On a parlé de la boccia, le goalball, pareil, sport totalement pour les Paralympiques. Totalement créé pour les déficients visuels, oui. Alors raconte-nous un petit peu, Anthony, comment là aussi ça se déroule. Là aussi, mal et non-voyants concourent ensemble. Ils sont pareil, classés B1, B2, B3, B4, B pour blind. Et donc je le rappelais régulièrement, c'est aveugle, et B4 c'est malvoyant, mais voilà, malvoyant, on va dire plus. Ouais. En tout cas, il voit beaucoup mieux qu'un B1, mais il concourt les yeux bandés comme au ceci-foot.